Nous abordons l'avant-dernière session avant la synthèse de Myriam. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'objectifs, de technologie, de stratégie bas carbone, de politique, d'économie. Mais il ne faut pas oublier que l'homme, finalement, est au centre de tout ça pour arriver à cette neutralité carbone et pour changer de manière significative nos modes de vie et nos comportements. Alors Jean-François Fontaine, ce matin, a parlé de l'importance de la science des comportements. Marc-Guillaume, tout à l'heure, nous a parlé de l'importance de redonner du sens et de la spiritualité. Et donc, effectivement, donner du sens, c'est fondamental. Si on ne fait pas ça, rien ne se fera, ou se fera sans adhésion, ou devra se faire sous la contrainte, ce qui est un petit peu compliqué dans nos démocraties. Et pour illustrer ce propos, donc, nous avons Christian Goupil, qui en principe est en Zoom. Christophe, pardon. Vous êtes là, on entend une voix. Est-ce qu'on peut vous voir? Voilà, Christophe Goupil, dont le livre... Bonjour. Dont le livre Manuel de la grande transition est en vente ici, donc à la librairie. Donc votre thèse, c'est que la révolution industrielle nous a déconnectés de notre réalité biologique. Et donc vous allez nous expliquer comment nous réconcilier avec la réalité de notre planète. À vous pour les 10 prochaines minutes. Merci beaucoup. Je vais vous partager l'écran. Est-ce que vous avez l'écran? Est-ce que vous avez la... Voilà, nous avons l'écran. Vous avez la présentation à l'écran? Tout à fait. Ok. Ok, très bien. Alors, oui, comme vous l'avez dit, la question, c'est effectivement la question de se reconnecter à la planète. Alors, en 10 minutes, je vais être assez bref. Tout d'abord, le manuel de la grande transition, je ne suis pas le seul auteur, moi, s'en faut. C'est un travail de 70 personnes. Je suis juste un des pilotes de l'ouvrage et un co-rédacteur aussi. Alors, je voudrais tout d'abord vous embêter avec une première chose. Est-ce que vous l'avez bien? Voilà, qui va vous effrayer. Si la définition de l'énergie, alors, qui est due à un alimentaire, une fois qu'on trouve une scientifique plus positive, dans ce Schiller. L'anthropocène, c'est que l'énergie, c'est la monnaie avec laquelle nous comptabilisons. Alors la communication, on vous entend de manière très assurée. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'améliorer la liaison. Quand quelque chose se passe, quand la matière est transformée, moi je vais couper la vidéo peut-être, vous pouvez peut-être me couper la vidéo. Oui, peut-être si on peut peut-être couper la vidéo pour améliorer le son. Oui. Est-ce que là vous m'entendez correctement? C'est mieux, oui, tout à fait. C'est mieux? Oui, absolument. Donc je vous disais que l'énergie, c'est la manière de comptabiliser les transformations de la matière. C'est important à l'heure de l'Anthropocène parce que c'est très exactement ce qui s'est passé avec notre révolution industrielle. Alors je voudrais juste brièvement vous montrer une illustration de ce que c'est que cette histoire d'énergie. Un humain moyen, c'est 130 watts en puissance. Et donc quand on produit un effort, c'est quelques centaines de watts de plus. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement, comme vous pouvez le voir sur la figure qui est ici, en haut, vous avez ce qui s'est passé au début de la révolution industrielle où on allait chercher le charbon, il fallait sortir l'eau des puits, on mettait des chevaux et l'inspecteur des impôts, quand il est arrivé, qu'on a remplacé les chevaux par une machine à vapeur, il a comptabilisé directement l'équivalent de chevaux en puissance. Donc le cheval vapeur n'est pas une unité physique, c'est au départ une unité fiscale. Pour autant, vous pouvez effectivement, comme vous le voyez en bas, mettre ici une moissonneuse tractée par des chevaux, il y a à peu près une cinquantaine de chevaux, donc cette moissonneuse a une puissance de 50 chevaux, ce qui fait à peu près la moitié de la puissance d'une voiture de catégorie moyenne, comme celle de à peu près d'un
montrer déjà une idée du décrochement dans lequel nous situons, le décalage qu'il y a entre les puissances que nous consommons et la réalité biologique. Vous voyez ici, pour l'équivalent d'une demi-voiture, eh bien, c'est déjà une cinquantaine d'animaux qui sont déjà des animaux puissants. Alors, je voudrais continuer en vous montrant une chose, c'est que si on est au niveau parfaitement biologique, à ce moment-là, on va se situer comme des purs animaux, on va être totalement dépendant du soleil. L'énergie du soleil, c'est juste un flux, et ce flux arrive sur des plantes, je vais faire très rapidement, vous avez la photosynthèse, les animaux vont manger ces végétaux, et petit à petit, on va progresser en qualité de ce qu'on appelle l'énergie chimique, et ça s'appelle la chaîne trophique. Et donc, vous voyez une chose qui est très très importante, c'est que pour structurer la matière, et le vivant, c'est de la matière qui est structurée, puisqu'il s'agit du vivant végétal ou animal, pour structurer la matière, il ne faut pas simplement de l'énergie, mais il faut une énergie de bonne qualité, de grande qualité. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous prenez une plante et puis vous la mettez avec l'éclairement du soleil, ou bien vous la prenez et puis vous la mettez dans un placard fermé, mais avec un petit radiateur qui vous fournit la même énergie. C'est la même quantité d'énergie, mais ce n'est pas la même qualité, et dans un cas, la plante pousse, et dans l'autre cas, non. Et donc, c'est vraiment le fait qu'on a une énergie de grande qualité qui a contribué au développement d'abord de la vie. Je vais passer très rapidement, mais en restant sur ces questions d'énergie et de qualité, eh bien, il se trouve qu'à l'aube de la révolution industrielle, finalement, l'animal humain, si je peux me permettre cette expression, est le seul animal à avoir eu ce qu'on appelle un gain de compétition, c'est-à-dire un accès à une source d'énergie qui, en l'occurrence, à l'époque, était le charbon, puis beaucoup plus tardivement le pétrole. Et cette énergie, contrairement à l'énergie solaire, qui est un flux, comme je vous l'ai dit, là, on a affaire à un stock. Et la grande différence, c'est que quand vous avez affaire à un stock, eh bien, la quantité d'énergie que vous pouvez dépenser, finalement, dépendra uniquement de la taille du tuyau que vous mettez dans le bidon, pour dire les choses un peu rapidement. Et regardez ce qui se passe à ce moment-là, au moment de la révolution industrielle. J'ai pris un exemple qui était sur l'augmentation de la population, et on pourrait utiliser beaucoup d'autres éléments. On était avant la révolution industrielle avec un apport d'énergie qui était solaire, et ensuite, l'animal humain, pour reprendre ce terme peut-être un peu rapide, mais vous comprenez, l'animal humain arrive à taper dans un stock, et donc on a effectivement cette grande différence, c'est-à-dire que brutalement, on a effectivement une source d'énergie tout à fait abondante. L'Anthropocène, au bout du compte, c'est quoi? Eh bien, pour le physicien et je suis, c'est le moment où les humains ont eu une quantité d'énergie disponible telle qu'il leur est devenu possible de brasser la matière terrestre à l'échelle même de la planète. Et ça, ce n'était pas possible tant qu'on n'avait pas effectivement ces énergies de stock que sont le pétrole, que sont le charbon et le pétrole. Et la situation actuelle est la suivante, c'est que, comme je vous l'ai dit, avec un flux, vous ne pouvez pas avoir de divergence de consommation d'énergie. Vous avez un soleil, vous ne pouvez pas brutalement se dire j'aimerais pouvoir momentanément disposer de 15 soleils, non. Tandis qu'avec l'énergie de stock, ça dépend du diamètre du tube avec lequel vous prenez cette énergie, et donc vous pouvez parfaitement diverger et utiliser des quantités d'énergie beaucoup plus importantes. Et c'est exactement ce qui s'est produit, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que nous sommes, d'un point de vue biologique, à des puissances, comme je vous l'ai dit, à peu près 130 watts pour un adulte, et bien en fait, eu égard aux usages, que ce soit le transport, l'apport de nourriture et tous les services, on fonctionne plutôt 2 ordres de grandeur au-dessus. Donc on est totalement désencastré de notre réalité biologique. Et ça, ça a été rendu possible par les énergies fossiles. Je voudrais, pour faire vite, vous montrer une courbe que vous connaissez peut-être, qu'on doit à Jean-Marc Jancovici, où ici vous avez la consommation, en abscisse, vous avez la consommation de pétrole au cours des années, donc l'eau augmente, et puis en ordonnée, vous avez le PIB. Et vous voyez qu'il y a une relation très forte entre le PIB et la consommation des énergies. Pourquoi? Tout simplement parce que le PIB, aussi imprécis soit-il, c'est quand même une mesure des transformations de la matière à l'échelle d'une nation. Donc c'est effectivement la comptabilisation des transformations de la matière. Si vous préférez les choses magnétiques, la corrélation n'existe pas du tout. Cette courbe qui est ici, vous avez un petit retour où vous
fait le choqué premier 60. On vous perd à nouveau là. On vous perd. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a un traducteur dans la salle? Monsieur Goupil, là on vous perd complètement, ça va être très très compliqué. Ce que je vous propose, c'est que malheureusement on va passer à la prochaine présentation. Mais on va diffuser vos slides à l'ensemble des participants. Et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui achèteront votre livre à la librairie. En tout cas, merci beaucoup sur cet éclairage, qui malheureusement, vous n'êtes pas parvenu au terme de votre présentation. Et maintenant, je vais passer la parole à Pierre Moniz-Barreto, qui va aussi nous parler de Sens et de son projet, et du projet Croissance 5. Je vous laisse la place. Merci. Donc ça, c'est la zapette. Ah. Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci à Myriam pour cette opportunité de vous raconter une histoire, une simple histoire humaine. Après une longue somme de technicité, qui était fort intéressante, surtout moi qui ne suis pas un grand habitué de ce genre de sujet, j'ai appris énormément de choses. Une simple histoire humaine. Donc un cas parmi tant d'autres. Le cas, je le dis tout de suite, non exemplaire, mais intéressant. Le cas de Christophe Gamelin, que vous voyez là. Il est dans la salle, il est au fond de la salle, je vais lui demander de se lever et de vous faire signe. Vas-y, lève-toi carrément, Christophe, qu'on te voit. Voilà, vous le repérez plus ou moins dans l'ombre. En tout cas, vous aurez l'occasion de le rencontrer tout à l'heure si vous avez envie de lui parler, de son parcours, de son expérience. C'est un jeune quinquagénaire heureux, résident en région parisienne, marié, père de 2 enfants, titulaire d'une maîtrise de sciences et techniques obtenue à l'université d'Aix-en-Provence en 1989 et d'un executive MBA obtenu à HEC en 2011. Après 30 ans d'expérience professionnelle, dense, internationale, comme cadre supérieur et dirigeant de business unit dans le secteur du bâtiment, principalement dans les grandes entreprises Legrand, Schneider ou Honeywell. Christophe entame, pour des raisons de parcours, en 2018, une recherche de sens. Après une prise de conscience, après des questionnements, après des incidents de vie, une quête de sens, une prise de conscience qui sort de terre, qui germe, qui se développe et qui commence à essaimer. En 2019, cette démarche, ces questionnements prennent une forme plus résolue. Christophe veut vraiment aller plus loin. Il s'engage dans un cheminement, une vraie recherche de sens, animée par la volonté de voir plus haut, de prendre de la hauteur et d'élargir sa conscience pour répondre à ces questions de sens, tant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle. En 2020, année charnière à bien des égards, 3 moments pics d'intelligence émotionnelle viennent éclairer, jalonner, enrichir son parcours. D'abord, en août, il lit le rapport du WWS et du Boston Consulting Group sur Fires, Forests and the Future, a crisis raging out of control, qui
je cite, « génère en lui une émotion raisonnée face à la déforestation critique de Bornéo et aux 300 000 hectares partis en fumée en Amazonie au cours du premier semestre. » En octobre, il tombe sur Netflix sur un documentaire de Richard Attenborough, intitulé en français « Une vie sur notre planète », qui génère, je cite, « une compréhension nouvelle qui le touche en profondeur des effets du changement climatique sur nos écosystèmes. » En décembre, il assiste par visio à un webinar de l'école polytechnique intitulé « Quand la science influence la politique, le cas du changement climatique », qui génère en lui, je cite à nouveau, une prise de conscience émue du niveau d'urgence climatique dans lequel nous sommes arrivés. Ce parcours se poursuit et se densifie, se structure, et bien entendu, il passe à une dimension plus concrète. En 2021, il prend une décision, début février, de se lancer dans la création d'une entreprise au service, je cite, au service de la Terre et de l'humanité. Un projet qui, très vite, prend forme autour d'un thème qui le passionne, un projet qui porte sur le littoral et qui vise à apporter un portefeuille de solutions globales et complètes, techniques, humaines et financières, aux collectivités territoriales concernées par la problématique de la montée des eaux et les problématiques associées. Nom de code temporaire, Littoral 4.0, mais je précise tout de suite, il me l'a souligné, que c'est un nom de code qui est en train d'être retravaillé par une agence. Le nom définitif de l'entreprise sera généré en octobre de cette année. En avril, il intègre, avec son projet sous le bras, la Convention des entreprises pour le climat, où il est assez vite chargé de sélectionner 30 chefs d'entreprise engagés pour le climat. En juin, après avoir fait la présentation de son projet avec un business plan bien structuré, il entre dans une nouvelle dimension avec un accompagnement par le pôle mer Bretagne-Atlantique et l'Atlantpôle de Nantes. Ce n'est pas marqué ici, l'aventure se poursuit. En septembre, une première collaboratrice rejoindra son aventure, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce cas, de cette histoire humaine ? Parce que je la trouve particulièrement parlante. Je répète, elle n'est pas exemplaire, je la trouve particulièrement éclairante. Éclairante de quelque chose qui nous permet de commencer à répondre favorablement et positivement à une question: quel rôle joue la recherche de sens et l'intelligence émotionnelle dans le développement d'une croissance vraiment durable, je souligne vraiment, basée sur une vivacité positive et une réflexion enthousiaste, je souligne enthousiaste, plutôt que sur la peur coupable et l'angoisse face aux menaces. Cette question, je l'ai moi-même synthétisée au terme de 9 mois d'échanges avec Myriam, par mail, par téléphone, par visio. Elle reflète, à mon sens, cette question reflète, à mon sens, une perspective visionnaire, avec une préoccupation centrale qu'on retrouve dans les tote bags de cette année, redonner du souffle à toute cette histoire de problématiques techniques auxquelles on apporte des solutions techniques. Et c'est très bien, mais est-il possible d'aller au-delà? Et comment? Il semble en effet possible, au regard du parcours de Christophe, et beaucoup d'autres sont semblables, similaires ou comparables, nous semble-t-il, a priori. Il est donc possible, peut-être même souhaitable, voire nécessaire, d'aller au-delà de l'apport de solutions strictement techniques à des problèmes techniques, de redéfinir le rapport de l'homme à la planète, mais aussi à lui-même et à ses activités, dans une vision plus holistique, plus globale, aux effets concrets. On a pu le voir avec le parcours de Christophe, c'est une des choses intéressantes, c'est que les effets sont concrets. On parle de sens, de conscience, on parle de choses très fondamentales, un peu philosophiques, mais aux effets concrets. Bref, il semble possible, voire souhaitable, voire nécessaire, d'aller au-delà du principe éco-énergétique, pas seulement
à cause des menaces, mais grâce à un niveau de conscience supérieur. Alors, vous trouverez dans vos tote bags cette petite plaquette carrée, ce petit dépliant, intitulé Croissance 5, avec un jeu de mots, le E au milieu, bon, bien entendu, qui est un projet E5T mené en partenariat avec l'AIH, Académie des intelligences humaines, que j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir créé et que je dirige, qui va consister dans le lancement d'une étude essentiellement nourrie par des interviews, qui sera doublée d'un travail de recherche à partir d'expertise en recherche de sens, en intelligence émotionnelle et en croissance vraiment durable, et qui devrait déboucher dans un an, pour l'université d'été E5T 2022, sur l'apparition d'un ouvrage de référence coécrit par Myriam, moi-même et probablement Catherine Périssol, l'experte en intelligence émotionnelle de l'Académie des intelligences humaines. Au dos de cette plaquette, que vous trouvez donc dans votre tote bag, et je pense que vous y avez accès par un QR code pour les participants à distance, vous avez eu une invitation à contribuer à cette étude en nous faisant part de vos réflexions et, plus important encore, et j'insiste, vous voyez, j'ai commencé par une histoire concrète, de vos témoignages, de vos vécus en la matière. Le lien, il y a un URL qui est indiqué, il y a aussi un QR code qu'il suffit de flasher. Vous avez accès en ligne à 3 questions auxquelles il suffit de répondre. On a essayé de simplifier au maximum le process pour que ce soit simple et agréable de participer. Et vous pourrez répondre aux questions qui sont indiquées ici, qui nous permettront d'effectuer notre étude et notre travail de recherche, et qui nous permettront d'essayer de répondre à la question: est-il possible d'inclure de la recherche de sens et de l'intelligence émotionnelle dans un processus de développement d'une croissance vraiment durable? A priori, la réponse est oui. Nous sommes ravis de pouvoir mener cette étude et j'espère qu'a posteriori, l'année prochaine, nous aurons le plaisir d'en démontrer les mécanismes et les ressorts. Merci.